Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. On est ravis de vous retrouver pour le retour d'Au Quotidien en direct tous les soirs avec Alexandre Ferrer ce soir à la présentation. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Et dans le JT, aujourd'hui on accueille la nouvelle présidente de Le Mans Université. Il s'agit de Delphine Le Thor, élue présidente le 31 mars dernier. Dans un contexte budgétaire critique au sein de l'université, nous ferons le point sur les pistes pour combler le déficit. Et puis en deuxième partie d'Au Quotidien, on accueillera deux invités. Elles participeront à la prochaine édition du Rallye Rose des Sables, une course automobile 100% féminine. Pour y participer, elles ont besoin de sponsors et ont fondé une association qui lutte contre le cancer du sein. Son nom, le duo Cinglé. Marina Lechanteux et Aurore Vincent seront avec nous dans la suite d'Au Quotidien. Mais avant cela, l'actualité. Nous sommes le mercredi 23 avril et au sommaire aujourd'hui, le départ d'une délégation en Palestine finalement avorté. Des élus de gauche devaient partir pendant une semaine en Palestine. 48 heures avant leur départ, leurs visas ont été annulés par les autorités israéliennes. Parmi eux, Gilles Leproust, maire d'Allonne, nous livre son témoignage. Et puis direction la journée évasion à destination des enfants malades ou en situation de handicap. Le thème de cette édition, les super-héros à découvrir dans ce journal. Mais on commence avec un bâtiment inauguré au Mans ce mercredi. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais il s'agit d'une première en Europe. La résidence Georges Gauthier, réhabilitée selon la démarche Énergie Sprong, une première pour un immeuble de taille moyenne. Au total, 251 logements ont été réhabilités, coût du projet 21 millions d'euros et un peu plus d'un an de travaux. La démarche Énergie Sprong, c'est une rénovation énergétique avec un bâtiment qui consomme peu d'énergie et qui en produit autant qu'il ne consomme. Comment cela fonctionne sur cette résidence Mancel? On a posé la question à René Floré-Scheide, l'architecte de ce projet. Alors d'un côté par une très bonne isolation de l'enveloppe du bâtiment, donc c'est le projet architectural des façades, par la production des énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques. Les menuiseries extérieures, donc toutes les fenêtres sont très performants et protègent également l'enveloppe de la façade contre les perditions thermiques et énergétiques. Et par tous les équipements qui concernent par exemple le chauffage, le renouvellement d'air, etc. Et on reste au Mans avec une petite boulette des ouvriers sur le chantier des chronolignes avec une fuite de gaz qui a été signalée ce mercredi matin au Mans. Vers 10h ce mercredi 23 avril, une pelleteuse perce une canalisation rue Nationale au niveau de la place Washington. L'engin de chantier intervenait dans le cadre des travaux pour les chronolignes. Les pompiers et des agents GRDF se sont rendus sur place pour stopper la fuite. D'après nos confrères d'Actu Le Mans, la rue a été bouclée par la police et les élèves, enseignants et personnel du lycée Touchard-Washington ont été confinés le temps de l'intervention. Fin de l'opération 11h45, aucun blessé n'est à déclarer. La municipalité de la Chapelle-du-Bois endeuillée suite au décès de l'adjoint au maire Jean-Paul Dubois, décédé dimanche dernier. Adjoint depuis 2020 et ancien maire de la commune pendant 12 ans, de 2008 à 2020, Jean-Paul Dubois s'est éteint à l'âge de 69 ans à la suite d'une maladie qui l'a emporté en quelques mois, d'après nos confrères du Maine Libre. Pendant son mandat, il était notamment connu pour la création de la bibliothèque et la réfection de l'église. Il sera inhumé au cimetière de la Chapelle-du-Bois mercredi 30 avril 2025 en début d'après-midi. La dispersion de ses cendres se fera ensuite au Jardin du Souvenir. On en parlait dans les titres d'Au Quotidien, le maire d'Allonne, privé de visite en Palestine. Une délégation d'élus français composée de parlementaires et de maires devait se rendre cette semaine en Palestine. Mais à 48 heures du départ, leurs visas ont été annulés par les autorités israéliennes. Parmi eux, Gilles Leproust, maire d'Allonne, engagé depuis 2018 dans un partenariat avec le camp palestinien de New Aska. Il témoigne de ce qu'il qualifie d'une entrave à la démocratie. Un reportage d'Anthony Piton. C'était un déplacement attendu et préparé de longue date. Mais à 2 jours du départ, tout s'est effondré. Le maire d'Allonne l'a appris par un mail de l'ambassade d'Israël. La visite qu'il prévoyait d'effectuer en Palestine avec une délégation d'élus est annulée, faute de visa.
C'est profondément choquant, ça met en colère. C'est une première depuis 35 ans, parce que ce soit des parlementaires, députés, sénateurs, des maires, il y a aussi également des adjoints. Nous sommes des représentants de l'État français, nous avons le mandat qui nous a été donné par les citoyens. Et donc nous attendons d'ailleurs que le président de la République, le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères s'expriment. Parce que 6 jours après cette décision, pour l'instant, il n'y a aucune voix officielle de la France, ce qui n'est pas acceptable. Les membres de la délégation dénoncent une entrave au dialogue démocratique. Une conférence de presse commune était d'ailleurs organisée ce mardi soir à Paris. Je pense que l'État d'Israël ne veut pas qu'il y ait des témoins visuels d'écoute pour rapporter, lorsqu'on sera revenu de la délégation, ce qui se passe d'horrible. Donc nous portions le langage de la paix, de la solidarité, de la fraternité. C'est ce qui est interdit par l'État israélien, ce qui n'est pas acceptable. Alon, comme d'autres villes françaises, est engagée dans une coopération internationale avec le camp de réfugiés de New Ascar, dans la banlieue de Naplouse, en Cisjordanie. Et un mot maintenant des chiffres des 24 heures moto, 48e édition le week-end dernier, et il y a eu moins d'affluence que l'an passé. Tout à fait, Anthony. Du 17 au 20 avril dernier, sur le circuit des 24 heures, 71 200 spectateurs ont répondu présents, malgré des conditions météo instables. Au cours du week-end de course, 7 600 spectateurs de moins que l'an dernier. Cette édition a notamment été marquée par de nombreuses chutes des pilotes pendant la course. 154 ont été recensés en 24 heures. Pour rappel, c'est le Yacht Yamaha qui a remporté cette 48e édition. Le prochain rendez-vous moto sur le circuit Bugatti est donné du 9 au 11 mai prochain à l'occasion du Grand Prix de France. Et le sport, justement, il en était question toute la journée ce mercredi au stade Marie-Marvin. La journée évasion à destination des enfants malades ou en situation de handicap, c'était ce mercredi au stade Marie-Marvin. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la pratique sportive avec cette année le thème des super-héros à la rencontre de super champions avec Colin Ancel. De la joie et des sourires au stade Marie-Marvin, conséquence de la 7e journée évasion à destination des jeunes malades ou en situation de handicap. C'est sympa et j'aime bien parce qu'ils ont fait des trucs qu'on ne fait pas d'habitude. J'ai fait cartes, boxe, la carabine. C'était sympa parce que fallait être précis. Différents sports et ateliers sont proposés. Il y en a pour tous les goûts, avec aussi des tenues bien adaptées au thème de la journée. J'espère qu'on est des super-héros pour eux, tous les bénévoles de la journée, tous les prestataires de la journée. Les enfants sont toujours souriants. Ce qui est top sur ces journées-là, en fait, c'est que c'est leur journée évasion. C'est un peu une parenthèse enchantée pour eux. Et on espère leur apporter une animation qu'ils n'ont pas l'habitude de voir sur le secteur. Surtout que cette année, la barre des 1000 enfants venus sur le parvis du stade Marie-Marvin est franchie selon l'organisation. La journée évasion grandit de plus en plus. Il n'y a que de la joie ici, tout le monde va bien, tout le monde a ses problèmes à gérer au quotidien, ses pathologies, des capacités qui ne sont pas forcément celles des enfants valides, mais tout le monde s'éclate et tout le monde est là pour s'entraider et rigoler. Le tout avec les conseils de sportifs de haut niveau, prêts à amener leur expérience. Pour moi, c'était hyper important, à mon petit niveau, de venir avec la médaille et de parler du handicap, du parasport et dire que voilà, moi aussi j'ai vécu ça malheureusement quand j'étais petit, de par ma maladie et mes problèmes, et que c'était important de montrer que avec le sport de haut niveau, tu peux aussi te dépasser, même avec le sport tout court, retrouver goût à la vie et reprendre du plaisir avec les copains et s'amuser, quoi. Le message de la journée, inciter les jeunes à avoir une pratique sportive régulière et pourquoi pas suivre le destin de ces champions, tout en profitant d'une journée d'évasion. Allez, tout de suite, on passe à l'invité de ce JT, Delphine Le Thor. Elle a été élue il y a tout juste 3 semaines à la présidence de Le Mans Université. Delphine Le Thor, bonsoir. Bonsoir. Alors, une brève présentation. Vous êtes arrivé au Mans début 2005. Depuis, vous avez occupé diverses fonctions administratives et pédagogiques dans le cadre de vos activités d'enseignement et de recherche. Professeur depuis 2017. Vous étiez aussi à la direction d'un laboratoire et d'un programme de recherche en langue et sciences humaines. Pour vous, c'était une suite logique de vous présenter à la présidence de l'Université du Mans ? Honnêtement, c'était pas un plan de carrière. Je n'avais pas forcément prévu de me présenter. Plusieurs collègues sont venus vers moi et m'ont sollicité à un moment donné et ils m'ont convaincu que fallait se présenter. Mais on a construit une dynamique, on a fédéré des gens autour d'un projet et c'est en équipe que je me suis présentée et avec
la conviction qu'on pouvait avancer et faire quelque chose ensemble. Et lors des élections, vous avez obtenu 22 sièges sur 36, c'est bien ça? Et puis vous êtes la première femme élue à l'Université du Mans. Vous exercez un mandat dans un contexte financier critique au sein donc, de l'université, chiffré à près de 11 millions d'euros de déficit cumulé ces 2 dernières années, d'après un témoignage de Pascal Leroux, ex-président de l'université. Ça ne vous inquiète pas d'exercer votre mandat dans ce contexte économique? Bah si, ça m'inquiète. Maintenant, on est en train de travailler sur un diagnostic de la situation pour voir en fait quelles sont nos marges de manœuvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai pris mes fonctions il y a 2 semaines et demie, donc on est vraiment au tout début de ce travail. Et sachant que le temps presse, parce qu'en fait, il faut dès maintenant pouvoir anticiper la prochaine rentrée. Donc, actuellement, on est en train de réfléchir avec les directeurs de composantes, les directeurs de services, sur des pistes d'économie possibles. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans la concertation et de trouver des pistes et des moyens pour avancer ensemble. Faut comprendre aussi que les universités, le Mans Université, comme de nombreuses universités en France, est en déficit et c'est une situation nationale. Donc il y a un moment, on va aussi aller solliciter nos tutelles pour essayer d'obtenir de l'aide. Parce qu'on ne va pas forcément réussir à combler le déficit tout seul. Donc voilà, l'idée c'est en interne, on va essayer d'avancer, de trouver des pistes, mais on va aussi solliciter de l'aide à l'extérieur pour pouvoir avoir un mandat qui soit actif, parce que j'envisage pas un mandat qui ne soit que concentré sur les dettes et les déficits. Pendant ces 4 années, ça fait partie de vos priorités. Vous envisagez quoi aussi au cours de ces années, parmi les priorités que vous souhaitez réaliser pendant ce mandat? Donc la priorité, ça va vraiment être dans un premier temps de s'attaquer à ce déficit, à cette situation budgétaire, parce que tant qu'on n'aura pas retrouvé un certain équilibre, ce sera difficile pour nous de se projeter dans des nouveautés. Vous l'envisagez pour quand, ce retour à l'équilibre? En fait, très rapidement, parce que un mandat, ça dure 4 ans. Et moi, je ne veux pas passer 4 ans à attendre que la situation aille mieux. Donc, c'est pour ça que dès maintenant, on est en train de travailler sur ce diagnostic et essayer de trouver des pistes pour avancer. Donc, j'espère que très rapidement, on va pouvoir se sortir d'une situation critique pour, dès 2026, se projeter, par exemple, dans l'ouverture de nouvelles formations. Donc, il y a une formation, par exemple, qui nous tient à cœur collectivement, c'est l'ouverture d'un département de psychologie qui répondrait à des besoins de territoire et qui nous permettrait de jouer notre rôle d'université de proximité. Actuellement, par exemple, les étudiants qui veulent faire psychologie, il faut qu'ils partent à Angers, alors que ça répond à une vraie demande sociale et sociétale. Donc, mon objectif dans l'immédiat, ça va être donc gérer ce problème budgétaire pour pouvoir très vite, par exemple, ouvrir cette filière en psychologie. D'accord. Mais alors, quand vous parlez de moyens externes, justement, des besoins d'aide que vous avez, il y a eu dans un communiqué le président de Le Mans Métropole, Stéphane Le Foll, qui affiche son soutien auprès de votre gouvernance le 1er avril, tout juste après l'exercice de vos fonctions. Quel soutien attendez-vous de la métropole vis-à-vis de l'université ? C'est quelque chose à discuter ensemble, mais voilà, je pense que Le Mans, la ville a besoin de son université et l'université a besoin de Le Mans Métropole. Donc je pense qu'on peut travailler ensemble pour trouver encore une fois des pistes de collaboration. Et tout reste à inventer. Et en fait, moi et mon équipe, on est là pour ça, pour essayer de trouver de nouvelles pistes qui n'ont pas encore été explorées. De nouvelles pistes, est-ce que aussi ce déficit compromet des projets peut-être qui étaient prévus, peut-être en interne ? Non, en fait, parce qu'il y a certains projets qui sont déjà lancés. Donc on va essayer plutôt en interne de privilégier une certaine sobriété à tous les niveaux pour qu'on puisse sortir de cette situation. Parmi les projets, un projet attendu aussi, c'est concernant le nouveau campus prévu dans le centre du Mans. Est-ce qu'il y a des nouveautés à ce sujet ? Alors, à ce sujet-là, je n'ai pas pu discuter justement avec Le Mans Métropole, donc ni le maire, donc c'est quelque chose encore une fois à discuter ensemble.
Mais toutes les pistes sont ouvertes. Voilà, je pense que ce serait très bien en effet que Le Mans, que l'université ait une visibilité dans le centre-ville du Mans. Ça redynamiserait à la fois le centre-ville et l'université. Donc c'est un projet qu'il faut évidemment étudier et penser pour qu'il soit productif et que tout le monde gagne. Et vous pensez que ce serait envisageable sur ces 4 prochaines années ? Oui, je pense qu'il ne faut pas attendre en fait, parce que quand on attend, il ne se passe rien. Donc c'est à nous aussi, malgré les difficultés, encore une fois, d'imaginer, d'être force de proposition. Et voilà, il n'y a pas de frein à l'imagination. Merci Delphine Le Thor, présidente de Le Mans Université, d'être venue sur notre plateau. Et on parle des échecs maintenant, puisque comment il y a de plus en plus de joueurs. C'est ce que nous a confié l'Échiquier Club du Le Mans. Un mercredi par mois, le club sort de ses murs du centre-ville au centre-ville et propose une activité de découverte au sein de l'Espal, au cœur du quartier des Sablons. Et l'activité rencontre un vif succès, de quoi réjouir l'entraîneur du club, Christophe de la Fontaine. On l'écoute. Depuis le début de l'année, nos effectifs ont augmenté de, entre 30 et 50%. Voilà, il y a beaucoup d'enfants et d'adultes qui se sont inscrits, plein de nouveaux en fait. Voilà. Donc c'est une bonne période pour le club d'échecs. On a vraiment envie de démocratiser le jeu d'échecs. Il faut voilà, ça nous fait plaisir que tout le monde puisse jouer aux échecs, quel que soit le niveau social, quel que soit, tout en fait. Le jeu d'échecs c'est vraiment pour tout le monde, et donc c'est un nouveau public pour nous et c'est super sympa. Voilà. Et c'était une première ce mardi, Sartinov, première édition que vous avez pu suivre en direct d'ailleurs sur LMTV. On parle des palmarès. L'événement co-organisé par le département et Ouest France récompense des entreprises sartoises innovantes. Et pour cette première édition qui s'est déroulée ce mardi 22 avril à l'abbaye royale de l'Épau, 7 entreprises ont été récompensées dans chacune des catégories. Elles sont affichées sur votre écran, mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site sart.fr/actualité au pluriel /la Sarthe-innove. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'Au Quotidien. Mais Au Quotidien revient dans quelques instants. Ça sera juste après la pub et la météo. On sera avec Marina et Aurore, le duo cinglé qui veut participer à la prochaine édition du rallye Rose des Sables. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront plutôt calmes sur l'ensemble de la région et notamment sur notre département, avec, vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé. Côté température, celle-ci, vous le voyez, évolue aux alentours de 11 à 13 degrés, avec 11 degrés à Vendôme ou encore du côté de Blois, 12 degrés à Mamers, au Mans ou encore du côté de Silleum, 13 degrés pour Laval ou encore du côté d'Alençon. Pour la journée de jeudi, au lever du jour, malheureusement, on aura encore de nombreux nuages, laissant globalement peu de place aux éclaircies. Côté température, celle-ci évolue entre 6 et 7 degrés au petit matin, avec 6 degrés à Vendôme, Blois ou encore du côté d'Angers. Idem à Sablé-sur-Sarthe ou encore pour la Flèche, comptez 7 degrés pour Laval, au Mans ou encore du côté de Sillé-le-Guillaume. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, ces nuages vont commencer à se morceler. On aura un petit peu plus d'éclaircies. Alors ce ne sera pas non plus un grand ciel bleu, de temps en temps encore quelques passages neigeux, mais ces nuages n'apporteront toujours pas de précipitations. Les températures entre 17 et 18 degrés, des températures qui remontent. On repassera même au-dessus des normales de saison, avec 17 degrés pour Laval, au Mans ou encore du côté de la Ferté-Bernard, idem à Vendôme, Blois ou encore à Tours, et 1 degré de plus à Mamers, pour la Flèche ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la journée de vendredi, vous le voyez, toujours ce temps calme, sec et plutôt lumineux, avec encore une fois des éclaircies, des températures qui pourraient même atteindre et pourquoi pas localement dépasser la barre des 20 degrés, avant de retrouver pour la journée de samedi un temps un tout petit peu plus mitigé, avec de nombreux nuages, quelques averses, mais bien évidemment au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce jeudi 24 avril, je vous souhaite de passer une excellente journée.
Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez, on fait tout de suite un point sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce jeudi 24 avril, l'indice de la qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Les vents soutenus favoriseront une bonne dispersion des polluants émis sur le territoire. Par ailleurs, le ciel nuageux limitera la formation d'ozone, principal polluant qui influence cet indice. Elle se prépare à la nouvelle édition du Rallye Rose des Sables, une compétition automobile 100% féminine. C'est la 24e édition cette année et elle se déroulera en octobre 2025. Pour y participer, elles se sont ralliées à une cause, la lutte contre le cancer du sein, et en créant une association qui s'intitule Le Duo Cinglé. Ses fondatrices sont avec nous ce soir, Marina Lechanteux et Aurore Vincent. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors pourquoi défendre particulièrement cette cause? Je vais peut-être commencer par vous, Marina. Alors elle me tient à cœur parce que j'ai appris il y a quelque temps que j'avais un symptôme dans le cancer, dans le sein gauche. Et donc je suis suivie particulièrement parce qu'on avait peur que j'avais un début de cancer. Donc ça me tient vraiment à cœur. Après, c'est une cause qui peut arriver très rapidement sans qu'on s'en rende compte. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup avant. Et aujourd'hui, vraiment, ça me tient à cœur parce que ça peut arriver à tout le monde, quoi. C'est le cancer chez les femmes qui est le plus présent, en tout cas, mais il y a plus de 3 cancers du sein sur 4 qui sont guéris. C'est aussi une situation qui vous touche particulièrement, Aurore Vincent? Alors tout à fait. Alors moi, c'est pas moi personnellement comparé à Marina, mais voilà, moi dans ma famille proche, voilà, il y a eu des suspicions de cancer et des cancers du sein, voilà, dans ma famille, et donc du coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en effet, ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge, même les hommes, il y en a de temps en temps. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, tout est en défendant cette cause, vous souhaitez participer donc au Rallye Rose des Sables du 14 au 26 octobre prochain. Et pour ce faire, vous cherchez des sponsors. Où en êtes-vous actuellement dans vos recherches ? Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on tape un peu à la porte des entreprises, on nous dit que le budget est serré ou que le budget est finalisé. Avec la conjoncture actuelle, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver des sponsors. Donc on a déjà un peu de sponsors, mais on est très loin du compte. Combien? C'est 20 000 euros. 20 000 euros, ouais. C'est ça au total. Alors 20 000 euros, mais ça comprend vraiment la participation au rallye, ça comprend aussi la location du véhicule, les à côté, ça veut dire les péages, notre quotidien aussi pendant 14 jours sur le Maroc. Donc ça prend quand même beaucoup de budget. Et c'est une course de 5000 km à bord d'un 4x4 qui traverse la France, l'Espagne et le Maroc pendant 12 jours. En plus de cela, vous comptez suivre une association sur place, les Enfants du désert. Pourquoi ? Parce que voilà, le droit de l'enfant, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on s'est connus par ce biais-là dans notre travail précédent. Et voilà, et pour nous, on se dit que voilà, chaque enfant doit avoir les mêmes, comment dire ça, les mêmes droits que tout le monde, et a le droit à la chance comme tout le monde en fait. Ça faisait partie des causes qui vous touchaient aussi particulièrement, donc en sanitaire mais aussi sociale finalement, avec cette collaboration en l'occurrence avec les Enfants du désert sur place. Je rappelle que c'est une association qui vient en aide aux enfants du sud marocain et d'Argentine aussi, pour apprendre à lire, écrire ou même compter. Vous y ferez quoi du coup concrètement avec cette association sur place? Comment ça va se passer? Alors du coup, là, dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir récolter du matériel scolaire, du matériel aussi au niveau des kits d'hygiène, des choses comme ça, et pouvoir justement intervenir auprès des écoles, auprès des petits villages, et pouvoir donner ça sur place aux enfants qu'on peut rencontrer sur place. Alors donc en parallèle, je le rappelle, 5000 km, comment vous vous préparez à une telle course ? Alors déjà, on reprend un peu le sport parce qu'on est un peu sédentaire, donc on reprend un peu le sport, on n'a pas le choix. On essaye de se préparer. Alors, on va avoir aussi un stage de pilotage qui n'est pas obligatoire, mais qui est nécessaire. Une formation qui est payante, qui fait partie aussi du budget qu'on a besoin. Parce que aller changer une roue, c'est vrai que c'est sur un 4x4, c'est peut-être pas aussi facile que sur une roue au quotidien d'une voiture qu'on a tous les jours. Aussi, on apprend à utiliser un roadbook.
parce qu'on n'a pas de GPS pendant ces 5000 km. On doit se débrouiller avec une carte et puis une boussole. Donc, ce n'est pas les choses qu'on utilise au quotidien. Donc, on se prépare aussi, oui. Et puis, après, ce qui est bien, c'est que ça nous repousse dans nos limites. Ça veut dire que d'habitude, on ne se dit pas, bah, tiens, on va prendre un roadbook et puis une boussole, puis on va aller au point B. Là, on se dit qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. Voilà. Donc on s'y prépare aussi un peu comme ça. Et après cette participation, est-ce que vous avez créé l'association Le Duo Cinglé pour participer à cet événement? Est-ce qu'il y a une suite avec cette association, en l'occurrence après cette participation? Je pense qu'il y aura une suite parce qu'on ne peut pas... la cause, elle n'est pas que maintenant, la cause, elle est aussi plus tard. Alors c'est vrai qu'on n'y a pas réfléchi, plus que ça avec Aurore, mais quand vous créez une association, vous ne vous dites pas, bah, tiens, c'est que pour un événement. Certainement, vu que notre cause... on y tient à cœur toutes les deux. Je pense qu'elle aura des conséquences aussi plus tard. Après, on n'a pas réfléchi à un budget, pas un budget, mais un avenir pour l'instant, parce qu'on n'en est pas là, à vrai dire. Mais oui, elle ne sera pas fermée pour autant après cette association. Alors, donc pour vous aider, vous avez une cagnotte en ligne sur la plateforme Hello Asso. Pour y accéder, vous pouvez scanner donc, le QR code qu'on va afficher tout de suite sur votre écran, que vous allez avoir juste ici. Vous scannez et vous pouvez accéder directement à cette cagnotte en ligne sur Hello Asso. Autrement, il suffit de se rendre sur helloasso.com et dans la rubrique rechercher, vous inscrivez le nom de l'association Le Duo Cinglé, comme c'est écrit actuellement sur votre écran. Merci Marina Lechanteau et Aurore Vincent d'être venues sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est très gentil de nous avoir accueillis. Et puis on vous souhaite bonne course. Merci. Tout de suite, c'est l'Infiltré du dimanche présenté par Lilian Brault. L'équipe de l'Infiltré vous emmène à Bessay-sur-Bray pour la 24e édition de Courtenvaux Côté Jardin, la fête des plantes. Retour sur la 31e édition du Festival de la gastronomie à Saint-Léonard-des-Bois. Ne manquez pas non plus le concours Peintre dans le bocage qui s'est déroulé ce dimanche à Neuville-sur-Sarthe. Et puis, bien sûr, à l'occasion du week-end de Pâques, c'était la traditionnelle chasse aux œufs à l'arche de la nature. On vous souhaite une bonne soirée sur LMT et Sarthe. On se retrouve demain, même heure, pour l'émission de Quotidien. À demain.